Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. On ne naît pas directeur, on le devient. Voici le titre évocateur du livre de mon invité du jour. Je reçois Jérôme Dumortier. EJE de formation et directeur d'un multi-accueil associatif dans le nord de la France, Jérôme est avant tout un passionné de l'éducation du jeune enfant et comme vous allez le voir, il est particulièrement investi dans son rôle de manager, mais que je vois plutôt comme un médiateur ou un facilitateur de bon sens commun. Jérôme nous partage ici comment d'un événement malheureux survenu sur sa crèche, il est parvenu à dynamiser une équipe entière et à offrir un lieu central d'échange pour les parents et les professionnels. Reconnu dans le métier, il nous offre un ouvrage généreux en partage d'expériences qu'il revendique comme le livre de l'anti-méthode managériale. Je vous laisse découvrir son riche cheminement et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Ça fait quelques années maintenant que je vous suis, que je vous ai découvert et je trouve alors toujours très remarquable la possibilité que nous offrent les réseaux sociaux, en tout cas de mettre en avant nos métiers et notamment celui qui m'intéresse particulièrement, celui auprès des enfants. Et je dois dire que je vous ai remarqué par rapport à toute l'énergie que vous mettez et à parler de nos professions et à parler de l'utilité, en tout cas à parler plutôt, des réflexions qui sont importantes à mener quand on veut prendre en soin l'enfant, sa famille, et en restant nous-mêmes bien disposés, en tout cas à prendre soin de soi aussi, c'est comme ça que je vois ça. Donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et de parler peut-être plus précisément de l'occasion de la sortie de votre premier livre, il me semble. C'est ça. Tout avant, est-ce que je peux vous proposer de peut-être vous présenter à la manière que vous le souhaitez, comment comment vous pourriez nous présenter Jérôme Dumortier? Comment je peux Qui me est-il? présenter ? Tout simplement, alors moi de formation, je suis éducateur de jeunes enfants et depuis 2013, je dirige une crèche associative dans le nord de la France. Et je fais aussi de la formation dans la petite enfance. Et comme vous venez de le dire, depuis très très peu, auteur d'un livre qui sortira très vite. Oui, on va en parler précisément. Super, ok, merci. Donc vous êtes directeur d'une structure qui s'appelle les Souriceaux, Oui. c'est ça? Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus cette structure pour poser un petit peu le contexte peut-être? Alors du coup, c'est une structure qui accueille en tout 25 enfants. Et la grosse particularité, c'est que c'est une structure associative. Alors, une crèche associative, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle dépend d'une association. Et là, comme vous venez de le dire, ça s'appelle la crèche associative Les Souriceaux, qui est gérée par l'association Les Souriceaux. Voilà. D'accord. Et l'association Les Souriceaux ne gère qu'une seule crèche, celle-ci. Voilà. Okay. Donc 25 enfants. Et oui, et du coup la grosse particularité de cette crèche associative, c'est que dans cette association, ce sont les parents des enfants qu'on accueille qui font partie de cette association. Voilà. Et donc tous les parents, à partir du moment où l'enfant intègre la structure, les parents sont forcément adhérents de l'association. Et après, en tant qu'adhérents, il y a notamment l'Assemblée générale une fois par an, où lors de l'Assemblée générale, tous les adhérents vont élire un conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration, c'est des parents qui veulent s'investir davantage dans l'association et donc dans la crèche indirectement. Et après, ce conseil d'administration va se réunir à son tour pour élire le bureau associatif, pour là, du coup, élire un président, un trésorier, une secrétaire notamment. Et le bureau associatif, ce sont les employeurs de tous les salariés de la crèche, moi compris. Donc, c'est-à-dire que quand on accueille un parent le soir ou le matin, il est forcément parent, il est forcément adhérent de l'association, mais il peut aussi faire partie du conseil d'administration et il peut aussi être notre employeur avec la casquette de président, de trésorier, de secrétaire ou de vice-trésorier, vice-président, vice-secrétaire. Voilà.
D'accord. Ça paraît un peu complexe comme ça, mais je suppose que vous vous y retrouvez très bien. Est-ce que c'est différent? Il me semble que c'est plus élaboré qu'une crèche parentale classique. Alors, une crèche parentale, généralement c'est aussi sur la même structure, comme je crois que c'est associatif. Mmh. Mais la seule différence, c'est que dans une crèche parentale, les parents, ils ont une obligation de venir au moins, je pense que c'est une demi-journée par semaine dans le groupe d'enfants. Donc, mais tandis que nous, la crèche associative, qui n'est pas parentale, en fait, les parents n'interviennent pas dans le quotidien des enfants. Oui, Dans l'accompagnement des enfants, c'est que des professionnels de la petite enfance. Et c'est d'accord. pas un Mmh. parent et un professionnel comme on peut le voir dans une crèche parentale. OK, Donc je comprends. on a la même structure associative, parce que ce sont Mmh. les parents aussi qui gèrent la structure. Mais sauf que dans une crèche parentale, les parents interviennent dans le quotidien des enfants, et dans une Mmh. crèche associative comme la mienne, enfin comme la mienne, c'est pas ma crèche non plus, hein, mais comme dans la crèche que je dirige, là les parents n'interviennent pas au quotidien. Oui, d'accord, OK, je Voilà, comprends. OK. Donc une structure d'accueil où finalement vous accueillez donc des enfants, d'âge, classique, 0-4 ans, c'est ça. j'imagine. Comment est arrivé le fait que vous soyez tant ouvert sur l'extérieur? Parce que des crèches, il y en a énormément. J'ai je vois assez rarement des crèches aussi installées au niveau du secteur. J'ai l'impression que c'est, heu, c'est un lieu ouvert, Mhm. qui permet des échanges. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette ouverture justement de la structure? Alors ça n'a pas toujours été comme ça. J'imagine. Moi, je suis arrivé dans cette crèche en tant qu'éducateur de jeunes enfants de terrain, donc j'étais pas le Mmh. directeur de la crèche, en 2011. Et à partir de là, j'ai commencé différents projets, et la directrice de l'époque est partie 2 ans après, et au vu de tous les projets que je mettais en place, bah, du coup, euh, ça a coulé de sens en fait de proposer ma candidature, et le bureau de l'époque a accepté, et de ce fait j'ai pris la direction en août 2013. Voilà, en août 2013. Et après, moi mon but c'était vraiment euh, d'échanger, de partager avec qui le veut, en fait, avec l'extérieur, vraiment valoriser la petite enfance. Mmh. Mais bon, avant de valoriser la petite enfance vers l'extérieur, on a quand même dû, au sein, à l'intérieur de la structure, faire un grand travail sur nous-mêmes et sur différents projets. Et après, il y a aussi des événements qui ont fait que la crèche s'est ouverte. Alors qu'à un moment donné, on aurait peut-être pu faire l'inverse plutôt se retourner sur nous-mêmes, Oui. étant donné je vais vraiment la jouer vraiment très courte sur ce sujet-là, mais en janvier 2014, il y a une professionnelle qui a donné une fessée à un enfant au sein de la crèche. Donc 2014 pour les souriceaux, ça a été vraiment une année de tempête, on va dire, Mmh. et Mmh. de tempête, de traumatisme. Euh, mais on a su rebondir en équipe. Alors forcément, hein, là, je la joue vraiment très courte. Déjà parce que là, c'est encore une affaire qui est, qui est en justice encore à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mais forcément, un événement traumatisant qui crée la tempête, bah, il y a des professionnels aussi qui partent, des nouvelles personnes qui arrivent. Mmh. Et après cette grande tempête, donc fin 2014, on s'est réunis vraiment, et on a vraiment posé les choses, se dire que qu'est-ce qu'on pouvait faire justement pour aussi pour pas s'en cacher, et parce que malheureusement ça peut arriver dans le monde de la petite enfance comme c'est arrivé déjà dans notre structure, et on voulait vraiment s'ouvrir vers l'extérieur à ce moment-là, où on a déjà commencé par refonder le projet éducatif de la structure, avec la notion de bientraitance et de bienveillance vraiment mis en avant, et après un projet pédagogique par an. Oui. Voilà.
Mais pour ce projet éducatif autour de la notion de bienveillance, bientraitance aussi, mon but à moi, parce qu'on entend beaucoup parler de bienveillance, de Bien bientraitance sûr. à Ouais. tout va. Et Ouais. il y a même des fois des professionnels qui en ont un peu marre d'entendre parler Mhm. de bienveillance, de bientraitance et tout ça, parce que généralement, c'est des fois pas si bien appliqué. Mhm. Et moi, ce qui m'importait vraiment, c'est que tous les mots qui sont inscrits dans ce projet éducatif, ça soit vraiment nos actes. Et Mhm. si à un moment donné, c'est plus nos actes, bah, il faut justement en équipe en parler pour modifier ou faire évoluer des choses Mhm. pour toujours tendre vers une bientraitance. Ouais. Finalement, et ce qui est fou, c'est que cette difficulté-là, cet événement qui a fait basculer certainement, enfin, j'ai l'impression à vous entendre, à la fois euh, euh, le fonctionnement de la structure, en tout cas la considération de chaque mot, elle part de cet événement-là. Certainement aussi euh, alors je dirais pas votre façon de travailler, parce que il me semble que vous portez quelque chose de l'ordre du savoir-être que vous deviez porter depuis très longtemps, mais peut-être cette façon de transmettre, en tout cas de témoigner, j'ai l'impression que ça part de cet événement qui en soi euh, n'est pas du tout positif, mais qui par la façon dont vous l'avez traité devient finalement positif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais ça remonte alors peut-être encore bien plus loin que la petite Oui. enfance, Mhm. où notamment j'ai été directeur Oui. de colonie de vacances, et où j'ai aussi rencontré des, des problématiques, des difficultés Mhm. dans ce poste-là, où ça m'a construit, ça m'a nourri. Mhm. Et le fait après de rencontrer cette difficulté au sein de la crèche, Ouais. je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup Oui. aidé. Et après, je pars aussi du principe que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et du coup, si ça s'est produit, il faut s'en servir pour en Mhm. faire, alors je vais pas dire un tremplin, parce que c'est pas, euh, c'est quand même un acte malheureux, enfin, Bien sûr, à partir bien du sûr. moment où on passe à l'acte, je trouve que c'est quand même malheureux, Mmh. mais bon, ça arrive. Et, et on a tout fait pour rebondir au mieux. Oui, oui, Voilà. oui. On peut pas dire opportunité, on peut pas Non, dire, non, non, non. on peut pas, bien sûr, parce que c'est pas comme ça que c'est vu, mais bien, dans bien des cas, les structures ont du mal à se relever d'éléments traumatisants au sein d'équipes, et c'est, et ça arrive. Ouais. Oui, oui, et après, il y a des professionnels qui ont voulu passer vraiment à autre chose sans Bien forcément sûr. rester au souriceau, et du coup, Oui, ils sont partis. oui, Mais, oui. mais ceux qui sont restés, voilà, après, ceux qui ont vraiment traversé avec moi cette tempête, Mmh. maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment des piliers Oui. au sein de cette crèche. Et, Mmh. et le travail, l'entente, la cohésion d'équipe, forcément, quand on est ensemble, on se serre les coudes dans une Mmh. tempête, ça crée des liens forts. Et, Mmh. et tous ces liens, on en voit un petit peu les fruits maintenant. C'est vraiment, Ouais. c'est vraiment une équipe soudée. Enfin, en Ouais. tout cas, un noyau soudé. Et, et ça fait la force des souriceaux maintenant. Oui, oui, super. Alors, de quelle manière vous êtes ouverte? Racontez-nous quels ont été les événements proposés, de quelle façon, auprès de parents, auprès de professionnels, comment ça s'est passé? Alors, notre volonté, c'est vraiment d'échanger et de partager autour de l'éducation, mais pour tout le monde. Oui. Sans forcément dire, nous, notre crèche, elle est très bien et il faut faire comme nous. C'est vraiment, non, nous, on se positionne sur tous les sujets de la petite enfance. Sur tous les sujets de la petite enfance, on est positionné, on a un positionnement. Mais après, ce positionnement, il a toujours évolué, aussi bien avec les différentes professionnels qui passent par les sourceaux, avec les parents, ou d'autres professionnels de d'autres structures. Voilà. Et donc, notre volonté, c'était vraiment de s'ouvrir pour tout le monde et de proposer des rendez-vous pour chacun. Mmh. Donc, alors, le premier rendez-vous qu'on a proposé, c'était les jeudis du partage. Les jeudis du partage, c'est des projections de films qu'on fait 5 fois par an
en janvier, en mars, en mai, en septembre et en novembre. On propose un film autour de l'éducation. Donc on invite aussi bien les parents de la crèche que tous ceux de l'extérieur qui le veulent. Voilà. Où on projette le film et après le film, alors il n'y a jamais quelqu'un qui vient ramener sa science ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas par exemple un acteur du film. Non, c'est vraiment en fonction des ressentis de chacun. Voilà. Donc voilà. Donc ça, après le film, on entame une discussion, vraiment un échange avec l'Assemblée. À savoir que l'Assemblée, c'est pas plus de 50 personnes. D'accord. S'il y a plus de 5, donc c'est bien de réserver. Et s'il y a plus de 50 réservations, bah, je propose le même film le jeudi d'après. Ok. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment que toutes les personnes qui veulent voir ce film peuvent venir le voir. Voilà. Et donc, on fait la projection de film, l'échange. Et après, je me suis aussi dit, prendre la parole devant un maximum de 50 personnes, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Même pour personne, je pense, hein, même pour celui qu'on pense qu'il y a des facilités, bah en fait, c'est jamais facile pour personne. Et du coup, ça nous embêtait fortement que les personnes repartent en ayant quelque chose sur le cœur ou quelque chose qu'ils n'ont pas pu évoquer lors des échanges. Donc on s'est dit qu'on va proposer après le pot de l'amitié et autour d'un verre, en petit comité, bah, on rediscute encore du film, des échanges et ça c'est d'une richesse imbattable. Imbattable. Et au début, j'avais peut-être une petite peur de me dire ouais mais du coup si ça perdure comment je fais pour trouver ces films à chaque fois et en fait bah de fil en aiguille bah il y a d'autres personnes qui me disent ah tu connais tel film ah bah du coup je me renseigne ah bah du coup je le projette et enfin et au final pour l'instant on est arrivé à plus d'une vingtaine de films quoi donc Super. et toujours enrichissant même après on a même fait des films c'est sur un sujet des sujets de société qui concerne pas l'enfant directement, mais on va en parler. Par exemple, j'en ai en tête Onde de choc. Onde de choc, ça parle des effets du téléphone portable en fait. Donc c'est un sujet de société. Après, on a évoqué aussi des films comme Et si on parlait de la mort. Ça, c'est un sujet où on est par contre tous confrontés à ça à un moment donné. Et justement, bah, comment on va faire avec un enfant, justement, pour aborder ce sujet. Est-ce que, sans rentrer dans le détail, hein, mais est-ce que, par exemple, un enfant doit voir le défunt? Est-ce qu'il doit assister à la messe ou pas? Enfin, comment l'enfant fait son deuil? Voilà. Et même si le film ou les films en général ne répondent pas forcément à la question qu'on veut sur le sujet précis, bah, les échanges après peuvent le permettre. Et j'ai plusieurs exemples en tête où les personnes avaient déjà vu le film, mais ils reviennent seulement pour les échanges. Enfin, ils viennent, ils vous revoient le film une énième fois, mais ils assistent aux échanges et là c'est magique. C'est super. Voilà. C'est sûr que quand on laisse la possibilité, enfin quand on a la possibilité de libérer la parole, on récolte toujours des fruits incroyables. Enfin, c'est toujours, même sans objectif particulier, même sans, voilà, juste avec l'intention de libérer la parole sur des sujets qui y parlent. Tout à fait. Et puis la question qu'on me dit souvent, mais du coup c'est payant? Alors, notre volonté, c'est que c'est toujours gratuit. Et je pense que vraiment, si on veut vraiment échanger et partager autour de l'éducation, il y a tellement de personnes qui prennent l'éducation en pensant être riche ou se faire... Alors, nous, je peux dire qu'on est très riches, nous, mais riches d'échanges et de partage, en fait. Parce que donc, ce rendez-vous est notamment gratuit. Donc ça coûte de l'argent à la structure, forcément. Mais après, les professionnels, par exemple, de la structure peuvent y assister. Et ça fait vrai, ça, en termes de formation, en termes d'échange, ça n'a pas de prix. Bien sûr. Ça n'a pas de prix. Donc, c'est des jeudis assez magiques. Voilà. Super. Alors, de fil en aiguille,
Mais vous avez eu l'idée ou l'occasion, vous allez nous en parler, d'écrire ce fameux livre qu'on attend. On ne naît pas directeur, on le devient. Et moi, j'avais une question, comment on devient auteur? Comment ça vous est arrivé tout ça? alors, faire confiance à la vie. Ouais. Euh, alors avec l'histoire de, notamment avec les événements qu'on a vécu au Souriceau, Ouais. j'avais en tête quand même d'écrire un livre sur les Mm. violences éducatives. Mm. Et donc ça faisait son chemin. Et cet été, je me suis dit, enfin l'été dernier, donc l'été 2020, je me suis dit, ah, c'est pas sur l'histoire de la fessée en lui-même qu'il faut écrire un livre, c'est sur mon rôle de directeur. Et sur tous les événements que j'ai mis en place, le pourquoi je l'ai mis en place, voilà, vraiment le cheminement de mon parcours de directeur. Sur tous les événements et notamment par exemple l'apéro des pros, je n'en ai pas évoqué, mais on pourra peut-être en évoquer tout à Mm. l'heure. Ouais. Euh, et voilà, donc j'avais cette idée en tête et puis j'ai commencé à écrire. Et l'un dans l'autre, en septembre, il y a un éditeur qui m'a appelé pour justement savoir si je voulais écrire un livre. Et puis du coup, bah, forcément, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit, bah, pourquoi pas, et allons-y. Et voilà comment ça s'est fait. Ça s'est fait en fait un peu tout simplement, mais sans vouloir. Parce qu'on beaucoup de personnes, moi le premier, hein, on se dit ouais, on va écrire un livre, ah oui, ça serait bien d'écrire un livre, mais ça reste toujours un peu dans le tiroir. Et en fait, là, quand quelqu'un nous appelle pour dire ben, est-ce que c'est possible, bah, le dossier il ressort vite du tiroir et on se dit bah ok, on y va. Et après, je marche beaucoup au challenge. Et Ouais. parce que moi, écrire un livre au départ, c'est pas du tout gagné. Hein. Mm. C'était pas gagné du tout. Euh, mais au final, ça s'est quand même fait Mm. et c'était une expérience très riche et, Et très rapide, parce que et finalement, rapide. entre septembre et maintenant, ça allait Tout à fait. Ouais. très rapidement. Quelle est l'intention enfin, votre intention pour ce livre-là? L'idée, c'était de parler du quotidien d'un directeur de Tout à fait. crèche, ouais, c'est Ouais, ça? bah, en fait, c'est toujours Mm. un peu avec la même idée d'échanger et de partager. Ouais. Le livre, c'est pas pour dire regardez ce que je fais, regardez, c'est super et c'est bien et c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est pas il n'y a pas de méthode. C'est juste, Mm. bah, je partage mon expérience et l'ensemble de mes outils que j'ai Mm. construits au fur et à mesure. En fait, je les mets dans le bouquin. Ouais. Et voilà, en fait, c'est vraiment Ouais. vraiment dans un souci d'échanger et de partager autour de l'éducation, mais de l'éducation et du management. Enfin, Mm. un- voilà. Alors, c'est Ouais. un livre quand même qui parle de mon expérience de directeur, donc on est plus dans le côté management, direction, mais il y a quand même des petites billes sur l'éducation d'un point de vue général, voilà, Ouais. Ouais. qui seront peut-être développées ultérieurement dans un autre livre, peut-être un jour, mais voilà, Pour un autre challenge. voilà, Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans notre premier échange, c'est quand vous m'avez dit que finalement, en, ce livre-là, c'était un peu le livre de l'anti-méthode du directeur de crèche, dans l'idée que, justement, comme vous venez de dire, de parler de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous est venu en idée de faire, c'est justement pour prouver qu'il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de gravé, et c'est juste pouvoir s'écouter, suivre son intuition aussi, puis s'adapter à ce qui se présente à nous pour pouvoir rebondir et faire avec ce qu'on a toujours mieux, quoi. Enfin, tout à tout fait. ouais. Ouais. Alors, le livre, c'est un peu, alors, effectivement, de l'anti-méthode, mais c'est aussi ce que j'essaye de faire véhiculer dans le quotidien. C'est pas suivre une méthode ou une pédagogie particulière. Parce que, par exemple, Mm. si on prend des pédagogies, ils ont été écrits à un moment T à une époque donnée, et souvent avec des belles intentions de départ. Mais au fil du temps, on essaye de trop se calquer dessus et on en perd en fait notre bon sens. Se dire, ah bah Bien oui, sûr. mais tel pédagogue, il aurait peut-être pas fait comme ça, donc non, bah, je peux pas le faire. Ah Mm. ouais, mais est-ce que ça a du sens de le faire autrement que l'a dit le pédagogue, hein. Voilà, donc Ouais.
je suis pas très fan en fait même si après on peut s'en inspirer, hein, et je Ouais. crache sur aucune Mmh. des pédagogies bien évidemment, mais mais voilà, je pense que avant tout, faut éveiller notre bon sens. Ouais. Et ce qu'on met en place ici, ce que j'essaye de mettre en place ici au sein de la crèche, c'est le bon sens commun. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que on va pas forcément chercher on va pas chercher nos réponses dans un livre ou dans quoi que ce soit. On va mettre le sujet sur la table et chacun Mmh. d'entre nous va donner notre avis sur la question. Mmh. Et donc c'est un travail vraiment d'écoute, de partage au sein de l'équipe. Et à partir du moment où on a mis le sujet sur la table, bah, on va essayer de se dire, voilà, bah, pour notre crèche, Mmh. qu'est-ce, comment on peut répondre à cette problématique pour tendre le plus possible vers une bientraitance. Mmh. Voilà. Mmh. Et en fait, on fait ça pour tout. Et c'est aussi ce que je m'applique à moi dans le management, en fait. C'est vraiment le bon sens, tout en étant avec deux notions quand même, en étant cohérent et juste. Ouais. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment que toutes les décisions soient cohérentes et justes. Et du Oui. coup, si c'est pas cohérent, j'encourage, elles le font, elles et ils le font très bien, de me dire aussi quand moi je suis pas cohérent et juste. Dire Mmh. bah ouais, mais là c'est. Et après, du coup, ah ouais, c'est vrai, effectivement. Bah, on va modifier pour toujours tendre vers, vers une bientraitance et vers cette cohérence. Oui. Je trouve que la façon dont vous parlez, ça me fait penser à un management fiable, déjà, et puis un management qui amène, qui permet le bon sens. Parce que ce qu'on peut constater dans des équipes, pour en avoir aussi rencontré beaucoup, c'est que ce bon sens-là, on a beau dire qu'il est utile pour pouvoir faire le mieux, et surtout en équipe, mais parfois, si on le perd, c'est parce que les conditions de travail ne permettent pas de faire appel à son bon sens. Et je trouve que les partages d'expériences, la possibilité de libérer la parole, de proposer des réunions, de proposer des apéros des pros, effectivement, on en reparle. C'est la possibilité de confier à chacun des professionnels la possibilité de faire émerger son bon sens. Et ça, c'est une posture de management particulier. Mmh. Vous voyez, c'est pas, c'est, enfin, pour l'avoir rencontré dans plusieurs situations, il y a certains managements qui ne permettent pas ça, de pouvoir faire appel au bon sens. Et il faut être suffisamment riche, suffisamment confiant. Quand je dis riche, c'est-à-dire riche de partage, Oui, non, mais riche d'échanges, mmh. riche de confiance, riche aussi de livres comme le vôtre, parce que c'est un livre qui met en évidence que l'expérience, elle est pas, enfin, voilà, c'est pas simple, mais on y arrive, et puis on Oui. met en place des choses, et puis on se démène, et on y va, et ça donne confiance au fait que, allez, on peut se faire confiance, et c'est comme ça qu'émerge le bon sens, il me Mmh, semble. tout à fait. Ouais, Oui, ouais, il faut mettre l'accent sur ça. Rien n'est ouais, simple. ouais, ouais, En fait, c'est chaque jour, c'est une sorte de challenge en ouais. plus. Et en fait, on fonctionne que à ça, en fait, au challenge. Et Oui, il n'y a rien d'impossible. c'est Voilà. ça. Ouais, Parce que ouais. s'il y avait des choses d'impossibles, j'aurais jamais écrit un livre. Voilà. Et en fait, et voilà, c'est ça de fil en aiguille. Et, et oui, oui, ce bon sens, il faut pas le perdre. Et justement, on l'a tous. Alors, des fois, quand il y a des nouveaux professionnels qui arrivent au sein de la structure, et que je leur parle de ce bon sens commun, ils me disent, bah oui, mais attends, en même temps, on a tous notre bon sens à nous, ça nous est propre et tout ça. Et effectivement, on a tous notre bon sens. Mais maintenant, est-ce qu'on peut pas le mettre en commun pour voir comment on le mettrait en application pour notre structure avec l'environnement de notre structure. Mm. Et peut-être que le bon sens qu'on a dans cette structure-là n'est pas forcément le même dans une autre structure. Mais nous, Mhm. en fonction des locaux, de la disposition des locaux, en fonction du public qu'on accueille, bah voilà, on peut se dire, bah non, nous, notre bon sens à ce moment-là, c'est ça. Ouais. Et après, il faut savoir aussi le remettre en question. C'est-à-dire que on a des fois pris des décisions à un moment T. Je vais prendre un exemple assez basique en structure sur l'aménagement de l'espace. Mm.
l'aménagement de l'espace, généralement, au mois de septembre, octobre, novembre, n'est pas forcément où on a là des petits, des enfants de vraiment 3 mois qui viennent vraiment d'arriver, avec un aménagement de l'espace au mois de juin, où ils ont grandi, où d'autres vont bientôt partir à l'école et sont plus d'un côté moteur, l'aménagement n'est pas forcément le même. Donc, notre bon sens du mois de septembre, on sait très bien, on se le dit déjà, on va devoir remettre sur la table l'aménagement de l'espace au mois d'avril-mai pour modifier le fonctionnement. Voilà. Oui, complètement. J'aime aussi quand vous dites que voilà, le bon sens commun, c'est encore autre chose que le bon sens individuel, parce que ça vient, oui, mettre en avant aussi que on peut avancer quand on a idée, on a envie de collaborer, de faire confiance, d'adhérer ensemble, de se mettre sur un même point d'égalité sur la réflexion, sur les initiatives. Et ça aussi, c'est une clé, enfin, c'est une posture de management. Enfin, en tout cas, je pense que ça vient aussi beaucoup de la façon dont tu es accompagné cette équipe, la façon dont tu accompagnes l'équipe. Vous parlez de ça peut-être. Ouais, c'est un peu. Alors, je sais pas si il faudrait définir un directeur comme ça, mais un peu comme un chef d'orchestre. Où on impulse forcément des choses. Et effectivement, il faut aussi impulser des choses qu'on aimerait voir aussi au sein de l'équipe. Par exemple, à partir du moment où je recrute un ou une professionnelle, je lui donne ma confiance entière. Et du coup, le fait de donner ma confiance, on se dit oui. Par exemple, aussi, on met tout de suite en place le tutoiement. Ça c'est peut-être quelque chose de basique, mais ça se fait pas forcément dans toutes les structures. Et je pense que c'est pas parce qu'on tutoie les personnes qu'on manque de respect. Et voilà, donc ça passe aussi par ça. On se tutoie directement, mais je vais te respecter et je te donne l'entière ma confiance. Et donc forcément, après, les professionnels entre eux aussi se donnent leur confiance mutuelle, peuvent se dire les choses. Et on essaye de tout faire en sorte de libérer aussi cette parole. Par exemple, je prends l'exemple depuis 2016, j'ai mis en place des réunions d'équipe le midi, mais de 10 minutes. C'est vraiment Alors ça, quand j'en parle à d'autres professionnels de d'autres structures, on n'en voit pas forcément trop l'intérêt. On me dit, oh mais c'est quoi ça? Oh non, nous on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. C'est un peu les mêmes réactions que j'ai eues quand j'ai voulu le mettre en place ici au sein de la crèche. Ça a mis un peu de temps et maintenant mon seul problème, c'est de rester dans le timing des 10 minutes. Parce que c'est un besoin en fait. Et c'est vraiment un moment d'échange et de partage. Et s'il y a un sujet qui demande d'être plus approfondi, on le met à l'ordre du jour de la réunion mensuelle. Voilà. Et on me dit, oui, mais du coup, ils font quoi les enfants pendant ce temps-là? Il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de dormir. Donc, on fonctionne au babyphone. Donc, il y a une professionnelle qui est désignée pour aller dans les dortoirs si jamais on entend pleurer. Et il y a des enfants qui sont avec nous. Et quand ils sont avec, on me dit, oui, mais du coup, c'est pas bien. On parle des enfants alors qu'ils sont là. Oui, mais en même temps, s'ils sont là et que ça les concerne, et en fait, ce qu'on fait, c'est on les intègre dans la conversation. Ah, tu sais, un tel, ta maman et ton papa, ils m'ont dit ça ce matin. Et au moins, ça les considère aussi. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre fonctionnement. Et c'est comme ça que l'intérêt aussi de ces réunions ont pris une ampleur, une proportion, où maintenant, c'est quelque chose ça fait partie des murs, ça fait partie du fonctionnement, et c'est demandé par l'ensemble de l'équipe. J'imagine. En fait, comme beaucoup de choses, ça part d'un besoin de communiquer. De toute façon, là, dans ce cas précis, ça partait d'un besoin de pouvoir communiquer, de pouvoir garder le lien, de pouvoir conserver cette proximité. Et ensuite, vous avez trouvé des solutions. Et je crois que c'est aussi votre livre, et puis là ce type d'échange permet aussi de confirmer que quand on identifie un besoin,
avec confiance et conscience, on arrive à trouver des solutions. Et puis les solutions, grâce au bon sens commun, elles arrivent comme elles arrivent. Et c'est génial de vous entendre, voilà, pas justifier, mais en tout cas préciser l'intention de ces moments-là qui, pour moi, sont top, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une solution. Et on laisse pas envenimer quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a eu, si il y a quelqu'un qui a fait une petite erreur le matin ou quoi que ce soit, c'est verbalisé tout de suite en fait. Et tout le monde entend la même chose. Ah, oups, boulette, aujourd'hui, excusez-moi, j'ai oublié de marquer dans le cahier tel enfant. Il n'était pas noté. Voilà. Et on passe. Voilà. On l'a dit, on l'a identifié, et après on passe à autre chose. Et on évolue comme ça. Et le fait de pouvoir libérer cette parole, ça donne vraiment une confiance entre les professionnels et une cohésion d'équipe. Voilà. Super. Ça met du temps. Ça met du temps parce qu'après, il y a des professionnels qui n'ont pas non plus forcément adhéré ou qui n'ont pas forcément compris le sens tout de suite. Mais bon, ces professionnels ont quand même apporté beaucoup. Tous ceux qui passent par la crèche ont forcément mis leur petit grain de sel dans le fonctionnement. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment fluide. Et ça, c'est... Ça, c'est et mon but aussi en tant que directeur de crèche, alors que je suis éducateur de jeunes enfants, c'est pas forcément la bientraitance des enfants. Mon but premier, c'est d'abord... Alors, je mets des guillemets et je rectifie juste après. D'abord, c'est la bientraitance des professionnels. Parce que si on prend soin des professionnels et si les professionnels sont contents de venir travailler auprès des enfants, ça en fait un entonnoir et on n'a plus rien à faire. Enfin, après, il faut faire quelques ajustements, mais après, c'est de l'horlogerie. C'est minime comparé à... Parce que forcément, si les professionnels sont contents, ils vont forcément se répercuter sur les enfants et là, ça commence à être magique. C'est certain. Vous parlez justement de ces réunions entre professionnels qui permettent de libérer la parole, de parler de sujets de fond, donc qui se font tous les mois. Il y a aussi les apéros de pro. Alors, parler, un peu plus, on l'a évoqué, mais... Oui, ça c'est des rendez-vous du coup qu'on met en place dans l'optique de contenter tout le monde, de donner un rendez-vous à chacun. En fait, tout bêtement, alors les apéros des pros, c'est depuis février 2016. Et comment ils ont été mis en place? Assez bêtement, il y a une étudiante, éducatrice de jeunes enfants, qui m'a demandé si elle pouvait m'interviewer. Elle avait des questions pour un rapport qu'elle devait faire. Donc du coup, j'ai reçu cette étudiante qui était en 3e année et elle me demandait s'il y avait des choses, une fois diplômée, une fois professionnelle, des moments d'échange et de partage avec les autres professionnels. Parce qu'elle me disait que la formation de JE, c'était très cocooning, en tout cas c'est comme ça qu'elle le voyait, où ils avaient beaucoup d'échanges entre étudiants et tout ça. Et elle avait un peu peur dans la vie professionnelle de ne plus avoir ces moments d'échange justement entre professionnels. Et pendant l'entretien, ça commençait à cogiter dans ma tête et je lui ai dit si, c'est possible, au Souriceau, très vite. Et en fait, le mois d'après, j'ai mis en place l'apéro des pros. Donc ça c'est tous les derniers vendredis du mois, où en fait j'invite tous les professionnels alors nous on est dans le nord, donc de l'agglomération lilloise, voire d'ailleurs. On a déjà eu des Belges, on a déjà eu des Parisiens. Et voilà, si on a l'étiquette professionnelle de la petite enfance, on peut venir à l'apéro des pros sur le principe de l'auberge espagnole. Chacun ramène un petit truc à boire et à manger. Et ça commence à 19h et il n'y a pas d'heure de fin. C'est-à-dire qu'on s'arrête une fois qu'on n'a plus rien à se dire. Et l'heure de fin, à peu près, c'est quelle heure? Je m'attends à... ça dépend. Ça peut aller de... ça peut aller de... ça peut être très long. Ça peut être long, mais après, c'est vraiment un échange et un partage, super. et de se dire, et aussi de sortir de notre isolement. Parce qu'on est souvent isolé dans notre structure, où on ne voit pas forcément ce qui se fait à l'extérieur et on ne connaît pas forcément les autres collègues. Et le fait de se réunir pour
pour parler de la petite enfance, En on vrai. se dit, ah oui, toi tu fais ça, toi tu travailles là, je connais ceci, tu connais pas un tel. Et en fait, ça nous crée aussi notre propre réseau. Et ça aussi, c'est d'une richesse c'est imbattable. C'est super, ouais. Après, alors, oui. Après, du coup, on a mis en place une sorte de petit jeu avec des petites questions, justement pour alimenter si jamais on n'a rien à se dire ou on se regarde dans le blanc des yeux, mais ça arrive très rarement. Du coup, il y a toute une série de questions qui est notamment que je livre notamment dans le livre. Voilà. D'accord, ok, super. Alors, ce livre, justement, il sort quand alors? Alors, il devait sortir le 29 avril. Et alors, en fonction de là où on l'a commandé, je pense qu'il pourrait être sortir le 29 avril, mais officiellement, là maintenant, circulé au 6 mai. Parce qu'avec le Covid, il y a eu des petits problèmes de transport. Voilà, mais il arrive, il est déjà tout imprimé et c'est juste une question de transport. Super, on a hâte, super. Merci Jérôme. Alors pour conclure peut-être, sur quelle phrase, sur quelle idée ou sur quelle intention à transmettre vous souhaiteriez terminer? Si pour résumer votre propos ou bien votre passion, par quelques mots, qu'est-ce que vous transmetteriez à nos interlocuteurs? Des fois, quand on travaille dans la petite enfance ou même quand on a un poste de responsabilité, on aurait peut-être tendance à se dire que c'est impossible, qu'on va pas y arriver, que c'est difficile. Moi, je prends un peu l'image du chantier de randonnée, où quand on part en randonnée, effectivement, des fois c'est plat, et puis on a une montée, et des fois, il y a plus trop de chemin, on doit un peu escalader. Mais dans tous les cas, une fois qu'on arrive au sommet, c'est magnifique. Et on pourrait oublier aussi toute la difficulté qu'on a eu à monter quand on contemple tout ce qui a été fait et tout ce beau paysage. C'est vrai. Merci pour ce beau partage, cette belle idée. Et puis j'y rajouterais aussi que c'est même cette belle vue en haut de la montagne, elle donne la force même pour les prochaines montées, où on pourra s'en rappeler aussi. Tout à fait. Je partage complètement cette idée. Merci beaucoup Jérôme, et peut-être à bientôt pour d'autres échanges. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Je vous partage dans la bio de cet épisode tous les liens qui vous permettront de suivre l'actualité de Jérôme. Vous pourrez le retrouver sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, pour nous soutenir et aider à sa visibilité, n'hésitez pas à mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt pour d'autres petites transmissions.